Salut. Chaise de merde. Ok, on se retrouve pour un épisode 4 des guerres stupides. J'avais dit que ça faisait ainsi partie. On approche un peu de la fin. Et on débute maintenant, sans tarder, illico presto, 1864, la guerre de la Triple Alliance. La Triple Alliance, ça doit parler sans doute à des gens, et la Triple Alliance est la Triple Entente durant la Première Guerre mondiale. Sauf que cette guerre ne concerne pas l'Europe. C'est totalement ailleurs. On est en Amérique du Sud, et c'est une guerre qui commence de 1864 à 1800, qui se termine avant 1870. Comment dire, une alliance qui se fait entre le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay pour tabasser le Paraguay. En fait, c'est une guerre qui est très méconnue en Europe. Faut savoir que le Paraguay est indépendant le 14 mai 1811, donc c'est assez récent. Comme beaucoup d'autres pays d'Amérique du Sud, c'est une ancienne colonie espagnole. Et généralement, même s'ils sont indépendants rapidement, ça devient vite des pays qui sont dirigés par des cons, des gros cons. En l'occurrence, notre gros con ici, il arrive au pouvoir en 1862. Et au-delà du comportement de gros con qu'il a une cruauté assez élevée. Et avant même qu'il y ait un conflit qui débarque, il avait déjà un peu mobilisé. Il avait fait une grande mobilisation générale. Et ce qui est marrant, c'est une guerre où même le peuple du Paraguay, quand ils ont dû se mobiliser pour ça, ils avaient même des fois même pas des pantalons militaires. Du coup, ils mettaient l'espèce de pagne traditionnelle. Il y en avait même qui n'avaient pas beaucoup de chaussures. Ils étaient vraiment en dèche. Pour les soldats, il n'y avait pas forcément beaucoup de fusils non plus. On les remplaçait par des lances. À savoir que l'homicide à la lance, c'était un moyen d'exécution aussi face à des prisonniers ou des suspects. Ils utilisaient ça pour économiser des balles. En soi, attaquer l'Uruguay, thème de défense et de force, c'était à peu près pareil. Par contre, l'Argentine et le Brésil, c'est délicat. L'avantage qu'avait le Paraguay comparé par exemple au Brésil, c'est que la mobilisation est plus facile d'être fait parce que c'est un plus petit pays. Que Lopez attaque quand même le Brésil en premier lieu, mais le Brésil a du mal à se mobiliser. Il faut savoir que l'Argentine est en guerre civile, donc en fait avantageux pour lui. Donc en fait l'Argentine est divisée par ses forces, notamment avec sa guerre civile. Le Brésil a du mal à se mobiliser, et le Uruguay pour l'instant c'est en mode bon ça fera plus tard, mais on avisera. Et donc Lopez va en profiter pour être vraiment sur tous les fronts. Et donc c'est après un peu ce début de guerre en 1864 que un an après, la Triple Alliance se met en place, ils se concertent et puis ils disent il nous casse les couilles en fait, on va aller lui péter à la gueule. Sur Panama, la flotte fluviale du Brésil est envoyée pour mater un peu ce petit Lopez. Lopez va prendre tout le temps des rafales de défaites dans la gueule. Et le problème c'est que même lui il a un souci parce que à cause de lui ça entraîne des morts de soldats, ça entraîne des morts de civils. Il capte pas que même dans sa cruauté et dans son incapacité à gérer en fait une armée, c'est juste du massacre pour rien. Enfin il y a des désertions qui se font dans son armée, il commence au-delà des enfants de 15 ans à recruter, des enfants même de 12 à 10 ans. Et donc la capitale du Paraguay, la capitale Asensio, est facilement occupée par les Alliés du coup en janvier 1869. Et on voit Lopez qui s'enfuit, qui est vite rattrapé sur la colline de Cerro Coré en 1870. Et puis il a battu en fait, en tentant de fuir, il se fait abattre. Et il faut savoir que le Paraguay, suite à ça, il y a une grande partie de sa population masculine qui s'est fait défoncer. Pendant des décennies, le Paraguay va se faire appeler le pays des femmes, majoritairement parce qu'il a plus de femmes. Le pays a des énormes soucis parce qu'il perd en frontière, il perd en territoire, du coup il va se faire un peu bouffer par les autres pays qui se disent on va se venger, on va prendre ce qu'on a envie de prendre quoi. Et donc voilà, il va mettre 3 générations au moins à se rétablir, donc ça va être un peu compliqué quoi. Dans cet épisode on a pas mal de guerres stupides liées à l'Amérique du Sud, donc c'est pas plus mal aussi de voir d'autres conflits ou ce qui s'est passé aussi ailleurs, parce que, alors qu'on en a beaucoup en Europe et c'est surtout qu'on voit en fait dans nos cours d'histoire quand on est gamin, c'est rare de voir des conflits qu'on voit ailleurs et c'est assez intéressant de voir, même s'ils sont tous aussi débiles. 1864 du coup, nouvelle guerre, la guerre du Gado. Comment vous dire que c'est une accumulation de fientes de moineaux? C'est de la merde en fait, c'est vraiment de la merde. Ça vient d'un dialecte indien. Donc c'est des cacas d'oiseaux marins en fait techniquement, donc qui sont vraiment facilement visibles sur des rochers à cette époque-là, ou proches. Et c'est des trucs qui vont être récoltés assez souvent au point d'en faire un commerce assez luxuriant. Et donc cet épisode se passe au Pérou, parce que c'est surtout là-bas qu'il y en a, et que va en découler une certaine petite baston. Et en fait avec les décennies, c'est un truc qui s'entasse et qui perdure assez bien dans le temps. Donc en fait, il faut savoir que c'est un fertilisant miracle, peut-on dire, qui est facilement stockable, qui est très pratique à mettre notamment sur les terres pour le blé. Donc voilà, les Indiens justement avaient remarqué cela, mais notamment, c'est toujours le cas, ce sont les colons qui le remarquent davantage et qui vont essayer de s'approprier la chose. Sur les îles Chincha, on a vraiment des épaisses tas de fientes, et c'est une vraie mine d'or. Donc l'État péruvien qui est indépendant en 1824, du coup à partir des années 1840, l'État a besoin d'argent. Il y a un conflit d'extraction sur les îles Chincha par rapport au Gano. L'Espagne qui s'intéresse à la chose et qui
n'a toujours pas digéré l'indépendance du Pérou. Et l'Espagne va tenter de s'emparer des îles Chincha le 14 avril 1864. En gros, ils vont arriver avec leurs navires pour faire chier, ils vont tenter de faire un blocus de l'île. Donc le but, c'est de coincer les ports et arrêter justement ce commerce du guano. Et j'ai dit guano tout à l'heure, mais c'est guano. Hein. Et l'Espagne réclamait une somme, en fait, voilà. Et on a en 1865 le Chili qui s'en mêle du coup, et qui va s'allier au Pérou, contre l'Espagne. Donc en fait, on a le Chili qui rejoint un peu la cause, on a aussi la Bolivie et l'Équateur. Donc pas mal de pays sud-américains qui sont un peu contre cette mise au pouvoir de l'Espagne, qui casse les couilles un peu. Et le port de Valparaiso, du coup, le port chilien est bombardé par les Espagnols, parce que les Espagnols commencent à devoir se foutre sur plusieurs fronts pour essayer d'affronter en fait tous ces ennemis. Et il va aussi décider d'attaquer le port péruvien de Callao. En premier lieu, l'Espagne va donner un premier ultimatum de 3 jours au port chilien, qui ne possède pas beaucoup d'artillerie, du coup il va se faire vraiment atomiser au bout des 3 jours. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des navires des États-Unis et britanniques qui mouillent pas très loin et qui assistent clairement au conflit. Voilà, c'est comme si tu te faisais un peu une toile en plein air. Voilà, quand l'Espagne va bombarder un peu ces soi-disant ports, les États-Unis et les Britanniques avec leur flotte vont reprendre tranquillement leur petit mouillage dans les ports où ils étaient là pour faire du commerce. Les villes vont être facilement détruites par l'Espagne. La ville de Valparaiso, avec son tout ce qui est port, tout ça va se faire atomiser. Et l'Espagne va décaler du côté de l'autre port, Callao, donc le port péruvien. Et en fait, la même chose va être faite, il va y avoir un ultimatum, et finalement, il va y avoir une réponse grâce au canon. Waouh! Et bon, là, c'est un peu différent aussi, même si le port c'est, les Espagnols vont s'y prendre cher. Il va y avoir au moins 200 morts chez eux, et notamment pas mal de navires détruits. Et ces soi-disant Espagnols vont se décaler sur l'île de San Lorenzo. Et ce qui est marrant, c'est que c'est comme certaines guerres qu'on a vues, les Espagnols pensent suffisamment avoir heurté un peu le territoire de ces petites anciennes colonies espagnoles, et à côté de ça, le Pérou pense que c'est une victoire en voyant reculer les Espagnols. Chacun des deux camps pense qu'il a gagné. Et ce qui est marrant, c'est que l'amiral espagnol se dit ok, c'est bon, on leur a mis un peu une branlée, on leur a fait comprendre qui c'était, nous on part au pays. C'est tout. Et le Pérou, tout content, décide d'aller exploiter sa merde sur ces îles. Ils prennent le pouvoir, ils prennent la main mise sur cette exploitation naturelle. Et bon, le souci pour eux, c'est que ils vont pas arrêter d'exploiter la chose, il va plus trop rien avoir au bout d'un certain moment, et ils vont s'endetter par la suite. Nouvelle guerre, 1870, c'est la guerre verbale bolivienne. On reste en Amérique du Sud, on est bien. Alors là, le nom, j'ai galère. Mariano Melganero, un soldat de l'armée bolivienne, qui n'était pas pris sérieux parce qu'on a cru à plusieurs reprises à des canulars, notamment le 28 décembre 1864, comme quoi il voulait prendre le pouvoir. Sauf que ce con, il arrive à le faire plus tard. Donc pas si con, mais assez malin quand même. Et en fait, le 28 décembre, c'est le jour de Saint Innocent. Et en gros, c'est l'équivalent sud-américain du 1er avril en France. Ça qu'on pensait à un canular qui allait prendre le pouvoir. Sauf qu'en fait, il le prend vraiment après. Savoir que la Bolivie est indépendante en 1825, donc c'est vraiment dans la même un peu continuité siècle que les pays que je vous ai cités plus tôt. Et mine de rien, devenant dictateur, il allait quand même conserver le pouvoir pendant 6 ans, ce petit con. Donc c'était quelqu'un d'assez impitoyable avec la population, comme tout dictateur qui se respecte, qui fit frapper une monnaie à son effigie, une espèce de monnaie un peu spéciale. Il avait même nommé son cheval général. Ah, pour tous les gens qui aiment l'équitation, c'est incroyable comme information. Il exhibait nu aussi au Conseil des ministres la jeune femme dont il était épris pour montrer sa beauté. En 1870, il apprend que la Prusse se fout sur la gueule avec la France, donc guerre déclarée. Et il faut savoir qu'il est très fan de la France, très fan aussi de la gloire de Napoléon, donc il se monte le crâne. Et en fait, le mec est assez borné, parce qu'il va quand même rassembler 4000 hommes. Ouais, vous la voyez venir la connerie. Et il se dit, verbalement, nous sommes en guerre contre la Prusse, on va se bouger tout ça. Donc en fait, il voit que le coup est un peu galère d'aller jusqu'en France, et du coup il y renonce. Et ça finit sur sa mort, assassinée en 1871. Voilà, c'est une guerre verbale, je crois que c'est peut-être la seule qu'on ait même. On continue avec la guerre du Zanzibar en 1896. Alors, on s'approche effectivement de la Première Guerre mondiale, ça va avoir beaucoup de liens à ce moment-là, aussi appelé le bombardement de Zanzibar, et c'est connu comme la guerre la plus courte de l'histoire. Je m'explique, ça a duré 1 heure. Et Zanzibar, c'est une île qui est située non loin de Madagascar, à 36 km des côtes africaines. On a un bon trafic d'esclaves, notamment à cette époque, c'est incroyable, mais pour changer un peu la donne, c'est par des trafiquants arabes venus des Émirats. Il y a une création d'une identité politique et distincte qui est faite au 19e siècle, qui naît justement au Zanzibar. Entité politique du sultanat de Zanzibar. Donc on a plusieurs sultans qui se mettent en place.
place. Et après main de guerre, en fait, l'exploitation coloniale de Sa Majesté britannique arrive à mettre la main mise dessus, sauf qu'en fait, il va vouloir garder le sultan au pouvoir. Que lui, ça l'arrange totalement, il veut juste gérer ses trucs derrière. Le gros britannique avec sa petite couronne, et le petit sultanat qui gère un peu sa petite vie, quoi. Sauf que les Britanniques décident d'arrêter la traite d'esclaves. Donc commerce d'esclaves qui est totalement arrêté, et on met en avant surtout les épices en tant que commerce. Ça ne plaît pas au sultan pendant un petit moment, et il y a une animosité qui va se créer par rapport aux Anglais. Donc c'est là où ça pète en 1896, le sultan décède, et justement c'est un peu son héritier qui va être mis en place par les Britanniques, sauf que à ce moment-là, le petit-neveu de celui qui est décédé, Khalid, on va l'appeler Khalid, désire d'être sultan à la place du sultan. Il pénètre dans le palais accompagné de plusieurs hommes, hein, quand même, sa petite armée à lui, et vraiment, limite, il va faire le blocus du palais en disant non, c'est mon pouvoir, tout ça. Les Anglais, comment dire, vont essayer de lui faire comprendre que c'est pas possible, la guerre va s'en découler, hein, c'est les Anglais face à lui. Donc un blocus va être fait autour de ça avec une flotte britannique. Le 26 août de cette même année, si la fameuse Son Altesse le Sultan ne désire pas, le nouveau Sultan Khalid, ne désire pas partir du palais et déposer en soi les armes, à 9h il va se faire bombarder. Il désire de garder le pouvoir et le bombardement se fait, c'est pour ça que la guerre dure à peine 1 heure, parce que vraiment toute la ville va être éclatée, c'est un bain de sang total. Khalid va s'enfuir et va un peu disparaître des radars anglais en essayant de chercher protectorat auprès de l'Allemagne. Bref, ce qui est assez marrant, parce que du coup la guerre dure vraiment, ça s'est fini à 9h40, elle a duré 40 minutes, c'est même pas vraiment 1 heure, c'est 40 minutes, c'est la guerre la plus courte, et elle est aussi inscrite comme une des guerres les plus sanglantes de l'histoire, en termes de ratio de morts et de temps. En gros, il y a eu à peu près 500 morts, on divise par le temps, c'est-à-dire 40 minutes, on arrive à 12,5, ça vous fait à peu près le nombre de morts à la minute. Et le pire, c'est que c'est pas que les soldats, mais il y avait aussi beaucoup de civils. Là, les Anglais ont pas fait, ils s'en foutaient, ils bombardaient la ville et tout. Donc la guerre anglo-zanzibarite se finit ainsi. Et ce qui est marrant, c'est que 20 ans plus tard, du coup, durant la Première Guerre mondiale, l'armée anglaise est assez victorieuse des colonies allemandes. C'est pour ça qu'en fait, il a cherché protectorat à Khalid auprès des Allemands, parce qu'il y avait beaucoup de comptoirs à l'époque, soit français, portugais, allemands et anglais. Et en Afrique, il récupère des prisonniers, notamment l'ex-sultan à ce moment-là. Il va être exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Nouvelle guerre en 1914, ce n'est pas la Première Guerre mondiale, c'est la guerre germano-iroquoise. Donc c'est un peu mal vu d'être un étranger à Berlin durant la Grande Guerre. Soixantaine d'Iroquois qui sont partis en Europe du coup au sein d'une troupe de cirque pour une tournée, bref, ça se tourne très mal, ils se font prisonniers, ils se font lyncher, il y a plusieurs bagarres qui se font et la police décide de les interner facilement sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. Vous êtes étranger, hop, xénophobie, c'est pas fou mais c'est un peu comme ça que ça se passe. La nouvelle arrive en Amérique et les Iroquois sont assez furieux. Quand les États-Unis rentrent en guerre en 1917, d'autres Indiens vont aussi rentrer dans l'armée, et ce qui est assez étonnant comme anecdote, c'est que les Indiens vont servir de très bons éclaireurs, et notamment de messagers. Le 30 août 1918, les Indiens Onondaga, donc l'une des 6 tribus de confédération Iroquois, déclarent la guerre à l'Allemagne. Donc c'est par rapport à leurs frères qui avaient 200 qui ont été malmenés, et malgré des exploits vraiment incroyables pour eux, j'ai vu un peu ce qu'il y avait eu, il y a eu pas mal d'exploits qui étaient bien faits, tout, que ce soit de guerre, de guérilla, comme je parlais d'éclaireurs, messagers, ils ont vraiment pas mal aidé la chose. Donc ils ont un peu été exclus des signatures de Versailles, donc c'est ainsi que depuis 1918, faute de traité de paix, la tribu iroquoise des Onondaga demeure toujours en guerre contre l'Allemagne. Voilà. Et en fait, c'est une chose qui va se répéter avec Hitler, parce qu'il y a déclenchement de nouveau conflit mondial grâce au petit moustachu, les Indiens vont vite reprendre le sentier de la guerre également. En plus, les Onondaga vont déclarer la guerre à l'Italie fasciste et à l'Empire du Japon. Vraiment, ils sont déter, ils sont déter de fou. Surtout notamment après l'attaque de Pearl Harbor. Et ce qui est bien un peu, c'est que cette valeur un peu de combativité des Amérindiens va finir par entrer dans la culture militaire des Nord-Américains. Voilà. Autre guerre, 1914 toujours, la guerre germano-hunanienne. Laisse pas spécialement un énorme grand souvenir dans l'histoire universelle. En vrai, c'est un peu la dernière guerre un peu chiante. Contrairement aux Amérindiens, c'est le même délire aussi, ils sont toujours un peu en traité de paix, enfin en traité de guerre, car ils n'ont pas été aussi invités lors des signatures de Versailles pour le traité de paix. Parce qu'on s'en bat les couilles d'eux. Autoproclamé en 1886 et jamais reconnu par personne, parce qu'on s'en fout. C'est une réclamation de zone entre la Guyane et le Brésil. Premier président, c'est Jules Gros, donc un Parisien, qui parvient jamais à y mettre les pieds, donc je trouve ça assez cocasse. Et donc le nouveau président qui suit derrière, qui reprend ce
le flambeau de l'indépendance, Adolphe Brézé, qui vivait lui en Guyane, donc attention, il était un peu sur place, déclenche aussi une guerre contre l'Allemagne en voyant le premier grand conflit, donc la Première Guerre mondiale qui se passe. C'est bien de faire comme les Iroquois, mais ça serait un peu mieux de se bouger plus le cul. L'État libre donc de Kunani, donc qui est toujours pas reconnu par les autres pays, donc vraiment on s'en moque, hein, voilà, on s'en bat les couilles, subit la même humiliation que la Confédération iroquoise, c'est qu'elle n'est pas conviée au traité de Versailles, ni au pourparlers de paix, et donc également elle est toujours en guerre depuis plus d'un siècle contre l'Allemagne. Voilà, c'est tout. C'était un épisode un peu spécial Amérique du Sud. Il me reste 2 vidéos sur les guerres stupides de l'histoire. Du coup, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à dire en commentaire si ou quelle guerre vous a plu aussi. Et puis, je m'arrête là. C'est pas mal. Et du coup, on finit là. Salut!